Donc, je me présente rapidement, hein, Mélinda Lacroix. Je suis coordonnatrice à l'éducation et au développement des compétences au centre. Donc, je vais juste partager mon écran rapidement. Est-ce que tout le monde est en mesure de bien voir? C'est parfait. OK. Donc, oui, coordonnatrice de l'éducation et du développement des compétences. Et puis, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu le centre, le CPRMV, le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence. Quelle est notre approche de prévention en radicalisation menant à la violence, mais aussi des actes à caractère haineux? Et quels sont les outils dont on s'est doté au centre pour des outils en libre accès, hein, qui sont accessibles à tous et à toutes, pour vraiment parfaire nos connaissances sur la haine, et aussi des outils pédagogiques qui peuvent être des ateliers qui peuvent être délivrés dans les classes avec un projet qui s'appelle Extreme Dialogue, dont je vais vous parler un petit peu plus en longueur dans quelques instants. Donc, la mission et l'approche du CPRMV, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une organisation à but non lucratif, indépendante et autonome, fondée en 2015 avec l'appui financier de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec. Donc, notre mandat est provincial. On déploie nos activités là, partout dans la province. Notre mission, c'est vraiment de prévenir la radicalisation menant à la violence, mais bien toute forme de radicalisation menant à la violence. Hein. Donc, on va parler là, de l'extrême droite, de l'extrême gauche, du politico-religieux. On va parler, par exemple, de la haine des femmes, des mouvements anti-LGBTQ. Vous voyez un peu là, le portrait. Mais on prévient aussi, donc le mandat est double, hein, la radicalisation menant à la violence, mais aussi les actes à caractère haineux. Parce qu'on s'est rendu compte que ces deux phénomènes-là étaient liés. Donc, les personnes qui vont connaître une dynamique de radicalisation pouvant mener à la violence vont potentiellement commettre des actes motivés par la haine. Et inversement, les communautés les plus, celles qui reçoivent le plus d'actes à caractère haineux, donc souvent des communautés marginalisées dans nos sociétés, vont être plus à même potentiellement c'est vraiment pas dans tous les cas, mais plus à même de remettre en cause le vivre ensemble, hein, parce que il y a une situation précaire au sein de la société, donc groupe dominant, groupe minoritaire, évidemment. Et on sait que la première étape de la radicalisation menant à la violence, c'est vraiment cette remise en cause du vivre ensemble. Donc, il y a une relation un peu circulaire entre ces deux phénomènes-là. Et si on veut vraiment s'atteler à une démarche de prévention, donc on aborde ces deux phénomènes-là de façon concomitante. La façon dont on le fait, c'est vraiment par l'éducation, la mobilisation et l'accompagnement. Donc, l'éducation, c'est ce que je fais au centre. Donc, tout ce qui est transmission de connaissances, conception d'outils pédagogiques, conception de formation qu'on va aller donner, par exemple, au grand public, mais aussi dans certains milieux spécifiques, comme ce qu'on fait aujourd'hui. Hein, on vise plutôt le milieu de l'éducation. Donc, voici pour le premier volet, finalement, des activités du centre. On a aussi une équipe de mobilisation qui va vraiment s'atteler à aller créer un réseau de partenaires, on va appeler ça des acteurs et des actrices de prévention, hein, dans la société québécoise, qui vont être en mesure de créer un filet de sécurité, finalement, dans la société québécoise et qui vont joindre leurs efforts aux nôtres. Et on a un service d'accompagnement. Donc, tout est fait sur la base volontaire, tout est confidentiel, mais on accompagne vraiment de façon directe ou de façon indirecte des individus, des personnes qui ont connu ou qui connaissent encore une dynamique, une trajectoire de radicalisation menant à la violence. Évidemment, tout est fait avec l'aval de la personne, donc tout est volontaire. Donc, parfois, on peut accompagner la personne de façon directe, mais si c'est pas possible, on peut aussi aller accompagner les proches ou les professionnels qui gravitent autour de la personne. Donc, on va parler d'accompagnement indirect à ce moment-là. Donc, voilà pour le CPRMV. Ça, c'était vraiment par rapport à l'organisation. Maintenant, notre philosophie par rapport à la prévention, ben, c'est vraiment d'aller toucher aux 3 niveaux de prévention. Hein. Donc, prévention universelle, prévention sélective ou prévention indiquée. Donc, on va parler de prévention sociale, hein, où là, on va vraiment s'intéresser au phénomène de la polarisation sociale. Donc, Sivan en parlait, hein, cette construction du nous contre le eux. Donc, la première étape, évidemment, la remise en cause du vivre ensemble, mais la deuxième étape, la polarisation négative des discours et la radicalisation des opinions. Donc là, on va vraiment observer cette construction-là, hein, entre le nous
et le eux, et il y aura une hiérarchisation finalement du nous comme étant plus élevé que l'autre, hein, donc ce qui peut mener finalement à une déshumanisation de l'autre, ce qui viendra dans les étapes subséquentes. Ensuite de ça, ben, au niveau ciblé ou sélectif, hein, là, on va vraiment aller développer nos activités dans des secteurs ou dans des contextes qui sont plus en même d'observer des situations de radicalisation menant à la violence, soit dans leur milieu professionnel, soit par rapport à leurs proches, par exemple. Et là, on va vraiment s'intéresser au phénomène de la radicalisation, donc une rigidification idéologique et une rupture avec l'environnement familial ou social. Hein. Donc là, on est vraiment dans la vision tunnel, c'est-à-dire qu'on va s'extraire finalement de nos groupes plus modérés pour se concentrer, par exemple, dans nos groupes les groupes sociaux plus extrémistes. Et ensuite, au niveau individuel, ben, c'est vraiment notre service d'accompagnement, hein, où là, on va s'atteler à déconstruire l'engagement violent de la personne. Le but n'est pas de déradicaliser, on ne fait pas de déradicalisation au centre. Ce qu'on met de l'avant, c'est vraiment un réengagement prosocial. Hein, donc, c'est de délégitimer la violence comme moyen d'action et de prévenir finalement un engagement passif ou actif dans la violence. Donc, nos activités au centre vont vraiment aller toucher à ces 3 niveaux de prévention-là. Et les outils que je vais vous présenter aujourd'hui servent aussi de moyens de prévention sur ces 3 niveaux-là. Premièrement, ben, qu'est-ce que la radicalisation? Je vais vous présenter la définition dont on s'est doté au centre, mais sachez qu'il n'y a pas de consensus, évidemment, sur cette définition-là. Et c'est une littérature scientifique relativement récente. Hein. Donc, évidemment que le corpus scientifique, le corpus de littérature scientifique sera amené à changer, évidemment. Mais il fallait bien se doter d'une définition au centre. Donc, je vous la présente. C'est un processus selon lequel des personnes adoptent un système de croyances extrêmes comprenant la volonté d'utiliser, d'encourager ou de faciliter la violence en vue de faire triompher une idéologie, un projet politique ou une cause comme moyen de transformation sociale. Donc, les éléments à retenir, c'est vraiment les éléments en gras. Hein. Donc, il y a toute la notion de processus. La radicalisation menant à la violence, chaque situation est unique. Chaque situation est dynamique, ça va changer dans le temps et ce n'est pas linéaire. On ne se réveille pas du jour au lendemain avec des idées extrêmes légitimant la violence. Il y a vraiment des circonstances de vie, des éléments de personnalité des personnes qui vont finalement, il faut vraiment bien contextualiser chaque parcours de radicalisation finalement face à l'individu, la personne avec laquelle on va travailler. Hein. Donc, c'est vraiment une approche individuelle au centre, qui comprend la volonté d'utiliser, d'encourager ou de faciliter la violence. Donc, utiliser soi-même la violence, mais aussi l'encourager. Par exemple, une publication Facebook où on fait la réification d'un terroriste connu, par exemple. Là, on ne commet pas l'acte de violence soi-même. On est dans quelque chose de plus subtil, mais ça rentre quand même dans le phénomène de la radicalisation menant à la violence. Ou encore la facilité. Là, on va parler, par exemple, de procurer des armes ou d'héberger une cellule extrémiste terroriste, peu importe, mais là, on est vraiment dans la facilitation. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs niveaux d'engagement violent. Et ensuite, il y a quelque chose de fondamentalement idéologique, quelque chose de fondamentalement, politique dans la radicalisation menant à la violence, où finalement la promesse du vivre ensemble ne tient plus. Hein. Finalement, le tissu social ne remplit pas sa promesse finalement pour ces individus-là, et donc la violence va être légitimée pour transformer la société et donc atteindre un nouvel ordre social, finalement. Hein. Donc, voilà pour la radicalisation menant à la violence. Maintenant, les actes à caractère haineux, de quoi parle-t-on? On a aussi une définition au centre. Donc, on parle de tout acte, propos ou comportement, criminel ou non, motivé par et ou exprimant de la haine envers un groupe identifiable. Tout acte, propos ou comportement, donc, on est dans quelque chose de plus subtil que, par exemple, la haine qui serait définie, par exemple, par le droit canadien. Hein. Quand on parle de la haine au niveau criminel, par exemple, on se rend compte qu'il y a très peu d'articles au criminel qui vont légiférer autour du phénomène de la haine, et on parle de quelque chose de très intense. Hein. Il y a vraiment cette notion-là d'intensité
intensité dans l'acte ou intensité dans le temps. On va parler de virulence, on va parler de détestation. Donc, on est dans quelque chose de très intense ou dans une échelle de gravité qui est assez élevée. Au centre, on va s'intéresser aux actes à caractère haineux qui relèvent du code criminel, mais aussi les incidents haineux. Hein. Donc, les éléments à retenir, c'est vraiment ceux qui sont en gras, encore une fois, les actes à caractère haineux vont toujours viser un groupe identifiable. Donc, je vous nomme quelques motifs d'identification d'un groupe. Par exemple, on va parler de l'âge, de la condition sociale, des convictions politiques, couleur, état civil, grossesse, handicap, origine nationale ou ethnique, race, sachant que les races n'existent pas, mais c'est quand même un motif d'identification d'un groupe de la part des personnes qui vont commettre des actes à caractère haineux, la religion, le sexe, l'identité ou l'expression de genre, langue, moyen pour pallier un handicap. Donc, vous voyez vraiment que quand on identifie un groupe, c'est toujours en vertu de caractéristiques intrinsèques. Hein? Et c'est pour ça que les actes à caractère haineux, même s'ils ne relèvent pas, par exemple, du code criminel, dans cette espèce d'échelle-là de gravité qui est très intense au niveau du droit canadien, c'est des actes qui ont un impact extrêmement grave sur les personnes qui reçoivent des actes à caractère haineux. Vous voyez que j'utilise pas le terme victime, hein, parce que ce ne sont pas toutes les personnes receveuses d'actes à caractère haineux qui veulent se définir en tant que victimes, mais on va parler d'auteurs et de receveurs, par exemple. C'est ça, c'est que ça vise des caractéristiques intrinsèques. Donc, on a très peu de pouvoir de changer finalement ces caractéristiques-là et de s'en prémunir. Donc, ça crée un sentiment d'insécurité chez les groupes de la société qui reçoivent le plus d'actes à caractère haineux. Ça provoque un sentiment d'insécurité extrêmement grave. Et on va parler d'un effet de vague. Hein. Effectivement, il y a la personne qui fait partie d'un groupe identifiable qui recevra l'acte à caractère haineux, qui finalement vivra les conséquences de cet acte-là. Mais ensuite de ça, on a les proches. On a aussi la communauté en entier, parce que la communauté en entier sait très bien qu'elle partage cette caractéristique intrinsèque avec la personne qui l'a reçu. Donc, il y aura ce sentiment d'insécurité dans toute la communauté et voire même les autres communautés marginalisées de la société qui, elles aussi peuvent finalement peuvent s'inquiéter de recevoir des actes de caractère haineux, observant la dynamique qui se passe avec un autre groupe marginalisé, par exemple, et voire même la société dans son ensemble. Donc, on sait que les actes à caractère haineux ont des conséquences, par exemple, sur la polarisation sociale. Les actes à caractère haineux, en tant que tels, sont quand même des attaques de front envers, par exemple, l'inclusion, la diversité, des valeurs, finalement, dont on s'est doté au Québec dans notre démocratie. Donc, voilà pour les actes à caractère haineux. Je vous parle des incidents haineux, donc tout ce qui est non criminel. Hein, et les crimes haineux, bon, un crime à caractère haineux le devient lorsqu'il est un acte criminel au sens du code criminel. Au centre, comme je vous dis, on s'attelle à prévenir les deux types d'actes à caractère haineux. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On a quelques outils au centre qui sont en libre accès, hein, donc tout le monde peut y accéder. Le petit guide illustré de la haine au Québec. Donc, c'est un projet qu'on a lancé en mai 2021. C'est vraiment un portail éducatif, interactif et participatif qui est consacré à lister certains signes, symboles, expressions haineuses, vraiment dans le contexte québécois. Hein. Donc, on n'a pas fait on n'a pas de façon générale, on n'est pas allé viser, par exemple, des groupes ou des signes et symboles haineux qui parlaient plus, par exemple, dans le contexte américain. On s'est vraiment concentré sur le contexte québécois. Donc, c'est une plateforme en ligne. Je vais vous le présenter d'ailleurs. Je vais vous présenter le site web dans quelques instants, mais c'est éducatif, interactif et participatif dans le sens où toute personne qui tente de trouver, par exemple, un signe, symbole ou expression haineuse sur la plateforme et qui ne la trouve pas, il y a un formulaire de participation où on peut proposer de nouvelles entrées. Hein. Donc, il y a une construction, une co-construction avec la population aussi de cet outil-là. Donc, je vous le montre rapidement oui, alors, c'est ici. Donc, je vous présente le petit guide illustré de la haine au Québec. Comme vous le voyez, c'est relativement simple. Hein? Donc, on a la section à propos, la haine au Québec, etc. On a des catégories, par exemple, donc des codes numériques, des expressions, des références culturelles, des symboles visuels,
théorie et concept, univers virtuel. Donc, on va parler, par exemple, des mimes. Hein. Si on va dans les codes numériques, par exemple, pardonnez-moi. Donc, on a, par exemple, je vais vous présenter le 420, par exemple. Là, on a la description du code numérique qui réfère à l'anniversaire d'Adolf Hitler. Hein. On a tendance à penser que le 420 fait référence à la consommation de cannabis, mais il faut savoir que dans certains cercles radicaux, par exemple néo-nazis, ce code numérique-là a une toute autre signification. Donc, c'est important, hein, on le voit bien, de contextualiser l'utilisation de certains signes et symboles parce que, dépendamment du contexte, il y aura finalement une signification haineuse ou pas. Donc, si on veut voir plus, par exemple, on va directement sur l'entrée. Vous allez voir ici qu'il y a des hashtags. Hein. Donc, si vous voulez davantage aller chercher, vous voyez finalement tous les signes et expressions haineuses qui sont reliés à cette entrée-là. Hein. Donc, il y a possibilité finalement d'élargir la recherche. Si on va dans antisémitisme, par exemple, bien là, on aura plusieurs signes, symboles, expressions haineuses qui vont relever de l'antisémitisme. Donc, l'aigle nazi, par exemple, la théorie du complot juif international, etc. Donc, on peut se promener comme ça dans divers univers sur la plateforme. Donc, je vous invite à aller consulter la plateforme. Donc, vous voyez l'adresse courriel ici, guidehaine.org. Donc, voici pour le petit guide. Maintenant, je vous présente Extreme Dialogue Québec, qui est une autre série d'outils dont on s'est doté au centre. Qu'est-ce que c'est qu'Extreme Dialogue Québec? C'est un ensemble de vidéos témoignages de personnes qui ont été touchées par la haine ou la radicalisation menant à la violence. Il y a autant de victimes que d'auteurs dans les ressources, hein. Mais c'est vraiment des personnes qui, au travers de leur expérience de vie, ont été confrontées à une situation de radicalisation menant à la violence, d'extrémisme violent ou de haine. Ce que c'est finalement, c'est toujours un combo entre le vidéo témoignage et la ressource pédagogique qui s'adresse finalement au facilitateur ou à la facilitatrice de l'atelier avec une série d'activités finalement qui abordent les thèmes qui sont touchés dans le vidéo témoignage de la personne. C'est un projet qu'on a construit en partenariat avec ISD, l'Institute for Strategic Dialogue, qui est une charity qui se trouve en Angleterre, qui porte le projet. Ensuite de ça, on a la Tim Perry Jonathan Ball Peace Foundation, qui est vraiment l'expert pédagogique dans ce projet-là, donc qui est en charge de produire les ressources pédagogiques qui accompagnent les vidéos témoignages. Il y a Duck Rabbit, qui est la maison de production qui s'occupe de la production des vidéos, et c'est financé en partie par Sécurité publique Canada. Les objectifs de ces ressources-là, c'est vraiment, premièrement, de renforcer la résilience des jeunes entre 14 et 18 ans. Hein, donc, ça s'adresse aux jeunes du secondaire et aux jeunes qui sont dans des établissements collégiaux, par exemple, de renforcer leur résilience et de développer leur esprit critique face à l'extrémisme violent. Mais c'est aussi des outils qui donnent aux professionnels de l'éducation et aux intervenants et intervenantes de jeunesse les outils nécessaires pour aborder des sujets sensibles avec les jeunes. Hein. Ça permet de cadrer la discussion et ça permet de prendre une certaine distance avec les activités, notamment où il y a toujours une suite logique, une montée en intensité dans les activités, où là, on va aller toucher à un thème spécifique. Hein. Par exemple, nous contre le eux, on va avoir certaines activités qui vont davantage être axées sur cette dynamique-là. Donc, les activités vont créer justement ce genre de dynamique-là en 2 ou plusieurs groupes dans la classe. Et cette activité-là permet de prendre la hauteur et d'extrapoler, bon, voici ce qu'on vient d'observer dans notre groupe, qu'est-ce qui peut, à quoi on peut penser, quel genre de phénomènes dans la société peuvent ressembler à ce qu'on vient d'observer dans la classe. Et donc, on déconstruit de cette façon-là le phénomène avec les jeunes. Il y a aussi des activités qui vont être davantage axées sur le pouvoir d'agir des jeunes. Hein. Donc, il y a toujours une note positive à la fin, mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein? C'est pas juste un constat finalement de qu'est-ce que c'est que l'extrémisme violent ou la polarisation ou la radicalisation dans nos sociétés. Il y a vraiment cette volonté-là de développer le pouvoir d'agir des jeunes, développer leur possibilité d'avoir un effet, un impact sur leur société. Donc, je vous présente rapidement le site web du projet pour que vous ayez une idée un peu plus
clair de à quoi ça ressemble. Donc, dans les derniers mois, ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait déjà des ressources qui existaient. Hein, il y avait des ressources qui avaient été conçues en Europe et au Canada anglais, mais il n'y avait toujours pas de ressources francophones basées au Québec qui avaient été conçues dans le cadre de ce projet-là. Donc, le CPRMV a vraiment été mandaté pour coordonner la production de 2 nouvelles ressources basées au Québec en français. Ce qu'on a fait dans les derniers mois, c'est qu'on a traduit en français les ressources qui existaient déjà. Donc, toutes les ressources peuvent être utilisées en français. Par contre, c'est ça, il y en aura 2 nouvelles qui vont vraiment être campées au Québec et qui vont davantage parler au contexte québécois. Donc, je vous montre le site web. Hein. Il y a les ressources pédagogiques ici, par exemple. Vous pouvez aller consulter. C'est en libre accès. Il y a le site web du projet, mais tout est sur YouTube aussi, sur la chaîne d'Extreme Dialogue. Et vous voyez qu'il y a différentes ressources. Donc, il y a le guide du facilitateur, le guide de l'animateur ou de l'animatrice, donc qui présente un peu l'approche pédagogique du projet. Hein. On est vraiment dans l'apprentissage expérientiel, donc c'est vraiment l'approche pédagogique centrale de ce projet-là. Et ensuite de ça, on a par exemple, il y a toujours un prési finalement qui accompagne l'atelier, si on veut, donc de façon chronologique, indique finalement au groupe et au facilitateur ou à la facilitatrice à quelle étape on est rendu. Et il y a les ressources pédagogiques qui se trouvent ici. Donc, il y a une petite étape pour avoir accès aux ressources, mais vous voyez que, bon, il y a un dossier zip finalement qui se crée et vous voyez toutes les ressources pédagogiques de chacune des personnes qui ont témoigné dans le cadre du projet. Donc, vous voyez que pour l'instant, il y en a 7 et d'ici quelques semaines, nous allons lancer officiellement les nouvelles ressources. Donc, il y en aura 9 en tout. Cet automne, ce qu'on veut faire avec Extreme Dialogue, c'est vraiment de implanter des projets pilotes dans des établissements scolaires, donc soit des écoles secondaires ou des établissements collégiaux, pour tester les ressources et un peu sonder le milieu de l'éducation, à savoir quelle est la meilleure stratégie finalement pour implanter ce genre d'ateliers dans les écoles. Donc, on est à la recherche en ce moment d'établissements scolaires. Donc, si vous êtes intéressé par le projet, je vous invite à contacter le centre. D'ailleurs, il y aura davantage de détails de données dans les cahiers du colloque là, à la suite de l'événement d'aujourd'hui. Mais si vous démontrez un intérêt en tant que professionnel de l'éducation ou en tant qu'intervenante qui travaillez dans des établissements scolaires, je vous invite à nous contacter et puis on pourra vous détailler davantage les modalités de participation au projet pilote. Mais on est bien excités de ce projet-là au centre. Ça a été un effort de longue haleine, mais on est très fiers des 2 nouvelles ressources qu'on est en train de produire. Donc, voilà.